céder la parole à notre deuxième intervenant de cette journée, de cette matinée ou de cet après-midi, à savoir donc André-Philippe Lapointe, qui est doctorant à l'Université du Québec à Montréal, où il s'intéresse à la récupération culturelle, à la masculinité en crise et aux résistances féministes dans l'œuvre d'Alan Moore. Vaste, beaucoup de choses à faire, je pense, sur ce sujet. Il a notamment contribué au collectif Le Crépuscule des super-héros et Formes et enjeux de la transmission dans les fictions contemporaines pour adolescents et adolescentes. Ses analyses portent sur plusieurs figures de la culture populaire, notamment sur les dinosaures, les zombies, les super-héros crépusculaires, les guerrières ingouvernables et Disney, qui a aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je lui cède tout de suite la parole pour son intervention intitulée « La représentation d'une supériorité indéniable chez les ADEME, société matriarcale ». Merci beaucoup. D'autres remerciements. Merci aux trois organisatrices d'avoir planifié cette journée. Comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à dire et c'est passionnant. Merci aussi à la précédente participante, Maureen, j'espère que je le dis bien, pour une présentation vraiment d'un passionnante, mais de deux, tu m'as très bien mis la table et t'as permis d'exposer des trucs que j'aurais absolument pas fait. Tu as une très bonne connaissance de l'histoire et c'est passionnant. J'espère que tu vas partager ton PowerPoint. J'ai vu plusieurs titres que j'ai pas eu le temps de prendre en note. De mon côté, je vais beaucoup plus rentrer dans une représentation, disons, littéraire, comme on a pu le faire par le passé, une étude de cas plus pointue. Mais merci vraiment, tu as vraiment mis un topo beaucoup plus large, à mon avis, beaucoup plus intéressant que ce que je vais faire maintenant. Le trigger warning qu'il faudrait que j'annonce, honnêtement, je ne crois pas que c'est nécessaire, mais je vais mentionner le travail du siècle vraiment très brièvement en mentionnant avec les mots du texte. Je vais parler de discrimination, de menaces de mort de façon quand même c'est pas très graphique ou quoi que ce soit, là. C'est pas seulement ça, les extraits que j'ai choisis. Donc, je vais juste le dire au cas où certains quelqu'un. Je vais, dans cette communication, analyser des chapitres vraiment très précis. En français, ils sont vraiment séparés en deux tomes. Donc, ce tome-là est à peu près 100-150 pages de ce tome-là, d'une saga qui est encore en cours. Le troisième tome est toujours pas paru. Donc, il faut aussi relativiser ce que je vais dire parce que l'auteur pourrait décider de changer certaines de ses représentations en mieux ou en moins bien. On va poser des questions si ça vous intéresse après. Donc, de Patrick Rothfuss, protagoniste découvre et explore la société matriarcale des Adams. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Il s'agira d'y observer la représentation et les enjeux de cette nation formant de redoutables guerriers-guerrières. En effet, la narration relate les impressionnantes qualités cultivées au sein de la communauté. Précision, rigueur, efficacité, gentillesse, spiritualité, contrôle de soi, ouverture face à la sexualité, ainsi que la mise en place d'un langage des signes permettant une communication plus claire et complète. C'est dans cette perspective que se posent les enjeux de pouvoir qui seront au cœur de l'analyse. La force indéniable se développant au sein de cette société prospère et isolée, le narrateur dépeint à de nombreux points de vue, ce qui semble d'abord être une utopie, amène ces citoyennes qui occupent les rôles les plus importants à ne nullement douter de leur place dans le monde. À l'inverse, celle des hommes est complètement remise en question, cette société niant d'ailleurs tout rôle aux hommes dans la procréation à l'image de leur place réduite dans la communauté. Après un bref résumé de l'œuvre de Rothfuss, l'analyse se penchera d'abord sur la représentation de la force chez les ADEME et la potentielle ambivalence liée au code du gender. À la suite de ces considérations préliminaires, nous pourrons aborder l'ambivalence du rapport au pouvoir dans cette utopie problématique. Finalement, l'influence du narrateur peu fiable qu'est Vaught et le pouvoir de la fiction seront également analysés. Donc, pour faire un très bref résumé, protagoniste et narrateur du récit, Vaught raconte son légendaire récit au chroniqueur script célèbre pour son rôle de démystificateur des années après son propre récit. De son propre aveu, notre héros a grandi dans une famille d'émarus, un peuple dont le principal talent réside dans la mise en scène et la performance d'histoire. Il est donc particulièrement habile pour tout ce qui est question de langage, ce que le récit confirme couramment. L'un des rares moments où ses propos sont davantage confus, l'un de ses amis indique savoir qu'il dit la vérité parce que normalement ses mensonges sont beaucoup plus éloquents, sonnent toujours très vrais. Il parcourt le monde afin de rassembler des renseignements sur les Chandriens, démons mythiques insaisissables qui ont laissé leur principale trace dans des contes pour enfants, ce qui n'amène pas la plupart du monde à les prendre très au sérieux. C'est dans ses voyages que Vaught rencontre les Adams, que d'abord un camarade de mission Tempi avec qui il va tisser des liens, puis leur communauté à laquelle il sera progressivement
intégrés. Ce sont des combattants-combattantes qui voyagent à travers le monde pour offrir leurs services, mais se mêlant peu aux autres nations qu'ils qualifient de barbares. On les reconnaît immédiatement à leur tenue rouge, les associant à une série qui s'oppose d'emblée à la figure du chaperon rouge, qui a été réactualisée il y a pas si longtemps dans la série TV La Servante écarlate du roman de Atwood. En développant son concept de fille en série dans l'ouvrage éponyme, Martine Delvaux analyse longuement comment la passivité a traditionnellement été associée au féminin dans notre culture, dans nos représentations. Donc, la citation est un peu longue. C'est surtout la fin que je vais lire. Dans cet univers masculin, ce que représente essentiellement la poupée du Beauvoir, c'est la passivité. Si les garçons, suggère-t-elle, ont la chance de devenir un être qui se pose pour soi, la fille, elle, fait l'apprentissage d'une existence qui est d'abord et avant tout pour l'autre. Tant de princesses endormies, blanches comme neige et belles au bois dormant, inscrivent d'emblée les petites filles dans l'imaginaire du ne pas faire, de l'attente, de l'élection. Au fond, est-ce qu'on ne veut pas, encore aujourd'hui, que les filles soient jolies, sages, polies, des choses à admirer? À l'inverse, les membres de notre groupe possèdent indéniablement une grande agentivité, s'opposent à ces représentations traditionnelles. Ce sont des personnages pour qui combattre constitue l'un des buts de l'existence. De fait, en discutant avec Céléane, une jeune fille d'à peine une dizaine d'années avec qui Vaughn s'entraîne, il peine à lui faire comprendre qu'il n'a pas l'habitude de se battre avec des femmes. Il lui faut environ 2 pages de discussion et d'interrogation pour qu'elle comprenne finalement ce qu'il veut vraiment dire, tellement cela outrepasse ses propres représentations. Elle ne savait que penser. C'était comme si je venais de lui expliquer que là d'où je venais, les femmes n'avaient pas de tête. Elle ne peut que demander, mais qu'est-ce qu'elles font alors? Le jeune personnage est d'ailleurs présenté sur sa compétence, le keten, qui est l'art de combat de Céléane, est exceptionnel et vaut largement 2 filles de sa taille. D'ailleurs, tous les autres membres féminins de cette communauté se révèlent autrement plus redoutables. Leurs combats sont décrits comme spectaculaires, leurs mouvements incroyablement rapides et précis, et Gvauth n'aurait aucune chance contre une combattante de son âge. Si la force chez ces personnages féminins est indéniable et peut sembler s'intégrer naturellement dans une lecture féministe en raison de l'agentivité qu'elle leur procure, on peut néanmoins questionner l'envers de cette déconstruction. En effet, ce procédé pourrait simplement les faire basculer dans des codes habituellement associés au masculin, à la force virile du guerrier, voire au désir de conquête, de domination. Autrement dit, il s'agirait simplement d'une transposition pour les faire correspondre aux caractéristiques qu'on retrouve chez les héros masculins, sans permettre une transformation, une réinvention des représentations, qui est un des intérêts des récits féministes. Un autre écueil serait celui présenté par l'article I Hate Strong Female Character, publié en 2013, où l'autrice explique que les personnages masculins, comme Sherlock Holmes, ont à être brillants, solitary, abrasive, bohémien, whimsical, brave, salement manipulative, vous l'aurez compris, plein de qualités, alors qu'on demanderait simplement au personnage féminin d'être fort. Évidemment, je vais maintenant commencer à analyser à quel point l'œuvre réussit à surmonter les 2 obstacles dans le développement de ses personnages, ce qui va m'amener après cette très longue introduction, à ma première partie, mais chaque partie est assez courte une fois que j'ai introduit ensemble. Je dois signaler qu'en faisant une lecture relative au genre, je vais analyser certaines caractéristiques comptant culturellement associées au masculin et au féminin, sans croire évidemment qu'on les retrouve telles quelles dans le monde réel. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer si les représentations des adeptes correspondent plus au spectre du masculin ou du féminin. D'emblée, la définition de la virilité que donne Despentes et que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même plus brève que cette immense histoire de la virilité en 3 tomes, qui est quand même excellente si le sujet vous intéresse, mais ça, c'est un peu long. Despentes résume quand même assez bien ce qui a persisté dans la tradition. Donc, les valeurs viriles sont des valeurs associées à l'expérimentation, de la prise de risque et de la rupture avec le foyer. Je suis en train de citer King Kong Theory. Si la prise de risque peut, à la rigueur, caractériser certaines actions des ADEM, mais n'est pas encouragée, l'expérimentation et surtout la rupture avec le foyer correspondent peu à leur esprit. Ainsi, si les ADEM possèdent force, précision, rigueur, c'est assez peu dans une logique d'affirmation de soi, un des traits que donne Mansfield à la virilité, à la domination ou encore à la conquête. Ce peuple reste par ailleurs dans ce territoire que personne ne veut, ce qui est plutôt aride. Au contraire, leur maîtrise doit servir à l'individu qui est lui-même au service de toute sa communauté. 80% de ses gains vont à son école. Tel est dans l'esprit du Létanie, qui est la manière d'évaluer ses actions et ses impacts, venant du plus profond de l'être par ailleurs, sans réfléchir. Vachette, la professeure de Gvauth, décrit ainsi le but de son existence. Je consacre tous mes efforts à faire régner la joie dans mon cœur, à la prospérité de l'école et à l'étude du Létanie. Si jamais il me reste un petit peu, je le consacrerai à m'inquiéter de la vérité. Dès qu'on se penche attentivement sur cette société, on note une coprésence systématique d'éléments féminins et masculins au sein même de cette culture, brouillant une association simple à l'un ou à l'autre. Cette coprésence peut d'ailleurs sembler
cohérente dans une société qui, si elle est isolée, interagit dans un monde où pullulent les affrontements et majoritairement patriarcal. Ainsi, quand Ampi qualifie leur langage, il indique à Gvaude que pour les choses importantes, la délicatesse c'est mieux, être bref c'est mieux. À son arrivée au village, Gvaude remarque à la fois l'austérité des lieux ainsi qu'un environnement très paisible. Même leur technique de combat s'inscrit dans une forme de care, la pérennité de leur communauté, l'importance fondamentale de la gentillesse, le fait d'éviter de tuer autant que possible. Vassette explique à Gvaude que c'est à ce titre qu'elle l'a choisi pour élève. Lorsqu'elle croit s'être trompée sur ce point, elle explique qu'il serait alors un danger et pas seulement pour cette école et que pour la sécurité de tous, il devrait être tué sans attendre. On retrouve d'ailleurs cet assemblage de masculin et féminin dans le symbole même de cette communauté, l'arbre épée, qui, comme son nom l'indique, est constitué d'un arbre aux extrémités tranchantes. Il symbolise à la fois la vie et la nature, qui est plus traditionnellement associée au féminin, et la brutalité et la menace, plus associée au masculin. Cette réunion de caractéristiques appartenant aux deux genres peut d'ailleurs expliquer le pouvoir manifeste des adeptes qui vont chercher des caractéristiques dans les deux selon les cas et peuvent plus facilement s'adapter. Je précise que la distinction que fait Agamemnon entre puissance et pouvoir, dans le premier cas, il s'agit d'un potentiel qu'on peut choisir de ne pas exprimer. Il va dire que la vraie puissance est notamment dans l'impuissance, tandis que le pouvoir, lui, sa vérité même, peut se retrouver souvent écrasé volontairement ou non autrui. Ce qui m'amène à la deuxième partie. Dans son ouvrage L'Utopie, Micheline Hughes indique que du point de vue de la conception, l'anti-utopie reste une utopie, mais la lecture que nous sommes invités à en faire est différente. En effet, la société d'Isadem se révèle essentiellement utopique pour ses habitants. D'ailleurs, une des pires choses qui peut leur arriver est d'être coupé, d'être exclu de cette société. C'est pour nous, l'audience, à travers le regard de Gvaude, que se manifestent certains problèmes. Les Adem idéalisent leur habileté, qui constitue paradoxalement un écueil dans leur société. En effet, pour cette raison, ce groupe matriarcal développe une vision élitiste par rapport au reste du monde, qualifié de barbare, et en leur sein même. Cela occasionne deux conséquences complémentaires, l'absence de doute sur leurs valeurs et l'hermétisme de leur nation. Cette société en vient ainsi à reproduire une forme très claire de sexisme autour de stéréotypes de genre. Malgré la coprésence de codes du masculin et du féminin au sein de leur communauté, comme je l'ai précédemment montré, elle tend à naturaliser la supériorité de ce qui est associé au féminin, qui légitime la supériorité de leur guerrière dans le discours de plusieurs adeptes. À cet égard, Vachette décrit le combat de deux hommes. Ils se battent comme des chiots, ils sont jeunes et ce sont des garçons. Ils sont pleins de colère et d'impatience. Les femmes ont moins de problèmes avec ce genre de choses. C'est ce qui fait de nous de meilleurs combattants. Vaught s'en étonne, le reste de leur monde étant similaire à nos représentations pour ce qui est du combat. Elle précise qu'il y a des exceptions à la règle. Vaught essaie de contre-argumenter force brute, grandeur, mais sa professeure lui expose alors sa propre supériorité et la part technique dans son apprentissage. Comme elle donne comme exemple, ce qu'ils font n'est pas couper du bois, donc c'est pas une question de force brute, mais aussi plus de savoir se battre. De la même manière, quand elle choisit Céliane pour l'affronter, elle justifie ainsi son choix en raison du contrôle des femmes. Perdre un combat est pardonnable, perdre son sang-froid ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai été choisi au lieu d'un garçon. Me serais-je trompé? Par ces dialogues, on peut y lire une critique de la supériorité traditionnellement associée au masculin en raison de sa dite supériorité dans la société. Évidemment, cette position ne tient nullement compte de potentiels biais comme l'éducation et les représentations culturelles. En enseignement tout particulièrement, il faut se méfier de l'effet Pygmalion qui est, pensant mettons qu'un groupe est supérieur ou inférieur, on va avoir tendance à confirmer nos biais juste dans la manière d'encourager les élèves. C'est quelque chose qui est quand même assez dérangeant quand on enseigne d'ailleurs, il faut vraiment faire très attention à nos propres préconceptions. On peut toujours développer un discours essentialiste en fonction des actuelles dominations. Dans notre récit, le masculin dans cette région devient le sexe faible déraisonnable. La colère masculine serait la cause de cette infériorité, miroir de l'hystérie et autres colères féminines qui tendent par ailleurs à être légitimées et se réapproprier certaines voix chez les femmes dans notre société. J'ai mis quelques ouvrages contemporains où la colère féminine est considérée comme quelque chose de positif, après tous les discours qui ont dit le contraire. L'œuvre montre l'absurdité de présenter comme responsable de cette infériorité la colère, sentiment juste pour qui est relégué comme citoyen fondamentalement inférieur et occupant
une moins grande place dans la société. En outre, on ne leur accorde aucun rôle dans la reproduction. C'est une idée risible que les hommes meurent, justifiant d'autant plus la colère due à leur absence de rôle. Et je précise vraiment que les femmes dans ce monde-là tombent enceintes naturellement. Il n'y a pas nécessaire d'avoir un accouplement ou quoi que ce soit pour qu'ils tombent enceintes. Ça ne joue vraiment absolument aucun rôle dans le discours. C'est d'ailleurs cette limite même, leur colère, qui les rend attirants pour les personnages féminins. Ces derniers peuvent adopter la condescendance de qui ne doute absolument pas de sa place dans le monde. C'est le cas de son amante qui lui dit, après s'être un peu moqué de lui, « Je vois que tu crois tout ce que tu dis. Je peux comprendre que les hommes barbares le fassent. Ce doit être réconfortant de s'imaginer que l'on joue un rôle dans l'affaire, mais ce n'est pas le cas. Ce doit être dur d'être un homme. La femme sait qu'elle fait partie intégrante du monde. Nous sommes pleines de vie. » Tout ce qui est précédemment mentionné vient par ailleurs remettre en question notre protagoniste dans ses représentations. L'expression d'anti-utopie d'Hugues est tout à fait appropriée. C'est en effet sciemment que la narration place volontairement en position inconfortable ce jeune prodige à qui, normalement, tout réussit et potentiellement l'audience qui suit ses aventures. Son tempérament impulsif et parfois colérique, jusqu'alors majoritairement utile, se révèle critiqué, peut même expliquer ses éventuels insuccès. Il doit faire face aux avances de peine, j'y reviendrai, qu'il n'est pas du tout à l'aise au début. Normalement, il use couramment des richesses de la langue et multiplie les formules emphatiques et il se retrouve devant une langue dont la première qualité est la simplicité qui laisse une grande place au contexte. D'ailleurs, dans cette société, Vassette lui apprend que son rôle de musicien correspond à celui de putain à l'extérieur de cette région, la musique étant quelque chose de profondément intime chez les Adem. Relativisant ses propres préconceptions, il est important de souligner que l'œuvre, en mettant en scène des personnages avec des billets, contribue à la complexité en tant que telle et évite l'écueil potentiel du personnage féminin seulement fort qui, malgré l'indienne Empowerman et ce qu'il représente de positif, me semble moins riche et moins réaliste dans l'analyse. Malgré les similitudes que j'ai pointées dans la population des Adem, dont nous n'avons accès qu'à une partie restreinte, il existe aussi d'autres écoles, ces personnages possèdent une grande diversité. Cette diversité d'ailleurs présente et encore plus prononcée quand on observe l'ensemble des personnages féminins dans l'œuvre. Et outre leur diversité, la plupart sont caractérisés par une assez grande agentivité. Ces personnages se révèlent souvent redoutables dans leur domaine, bien supérieurs à notre héros pourtant habile, et viennent le challenger, lui et ses représentations antérieures, à travers leur complexité. C'est particulièrement le cas avec les Adem. En fait, la principale critique qu'on pourrait formuler serait que ces personnages demeurent associés à des péripéties dans son récit de formation, des moyens de constituer sa propre légende. Cela n'empêche cependant pas de constituer des personnages qui possèdent leur intérêt en dehors de la trajectoire du protagoniste, ce que je suis d'ailleurs en train d'essayer de montrer, que c'est vraiment des civilisations riches qu'on découvre, et à mon avis beaucoup plus intéressant, tandis que le personnage lui-même est un peu le héros classique orphelin qui doit montrer qui est un héros de légende, qui peut-être est l'élu quoi que ce soit. Le troisième tome va nous renseigner là-dessus. Donc, dernière partie qui est vraiment ma conclusion en même temps. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Kvothe est d'abord un conteur exceptionnel qui forge sa légende avec ses mots. Je vous lis rapidement la quatrième de couverture. J'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébon, j'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le jour, j'ai conversé avec des dieux, aimé des femmes et écrit des chansons qui font pleurer les ménestrels. Mon nom est Kvothe, vous avez dû entendre parler de moi. Le personnage ne manque jamais une occasion de souligner comment son destin est exceptionnel. Il l'avoue lui-même lorsqu'il est question de sa formation chez les Adem. Il demande en effet à la matriarche chez Im s'il peut dire qu'il a appris à se battre chez elle. Elle lui répond qu'il peut dire qu'il a étudié chez elle, mais pas qu'il est un Adem. Ainsi, s'il gagne, ils vont se dire qu'il est redoutable même en ayant étudié peu de temps et que les Adem sont sûrement beaucoup plus forts. Et même s'il vient à perdre, ils vont se dire qu'il ne connaît qu'une infime partie de leur savoir. Donc, quoi qu'il fasse, notre réputation en sera agrandie. Cela servira l'Adamren, qui est leur région. Votre remarque, alors que cela servira aussi sa propre réputation, familier de ce type de calcul. Au Moyen Âge, on appelle ces propos de vantardise des gabs, vantardise qui porte aussi bien sur les exploits guerriers que sur la capacité sexuelle. D'ailleurs, et c'est une des critiques récurrentes des livres, surtout le premier tome, où ensuite la narration permet une certaine mise à distance, où on voit que le protagoniste, dans le fond, est vraiment dans une logique de vantardise. Mais ça, dans le premier, la plupart des femmes qu'il croise, et ça continue un peu dans le deuxième, sont présentées comme très désirables et naturellement souvent attirées par lui. Ce que une caractéristique que des pentes critiques avec justice dans King Kong Theory. Donc, pas question de nous, dans les romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes avec qui ils auraient envie de coucher, encore rarement des personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. D'ailleurs, si la majorité du livre est narrée du point de vue de Kvothe, au jeu, certains chapitres qui se passent des années plus tard après le récit de ses aventures montrent que les dires de Kvothe
Gvaude sont questionnés. Lorsqu'il parle de la beauté éclatante de Dana, son compagnon est un peu mal à l'aise, indiquant qu'elle n'était pas si jolie que ça, déclarant qu'elle avait un nez croche, une face très mince, ce que la narration de Gvaude élude complètement. Son récit est donc avant tout ce que le narrateur pense devoir raconter pour se constituer en figure héroïque, et la société matriarcale y constitue également en tout point mystérieuse, proposant une altérité parfois menaçante, et le moment de la remise en question, justifiant ses dons exceptionnels. La construction sociale de cette nation permet par ailleurs de réfléchir à comment nos représentations structurent notre rapport au monde et notre savoir. Les représentations de cette société, tant pour le modèle matriarcal d'une utopie problématique que les personnages féminins en eux-mêmes, vient questionner les systèmes patriarcaux présents dans cet univers narratif et en fantasy plus généralement, et les a priori du jeune Gvaude à l'image de ceux des potentiels lecteurs-lectrices. Je vous remercie.